Alors qu'Emmanuel Macron dévoile sa nouvelle ligne de conduite sociale, 13 maires, essentiellement socialistes, ont adressé une lettre au gouvernement pour réclamer davantage de moyens pour l'accueil des clandestins. Un message politique en pleine campagne pour les élections européennes. 6 représentants des grands partis se sont affrontés jeudi soir, 24 heures avant les annonces présidentielles, un échange sans trop de saveur qui ne devrait pas rebattre les cartes pour les élections européennes. Rencontre à Vladivostok pour Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Alors que les négociations entre Pyongyang et Washington sont dans l'impasse, le président russe entend jouer sa propre partition. Madame, Monsieur, bonsoir. 13 maires contre Emmanuel Macron. Mercredi, l'édile de Paris, Anne Hidalgo et 12 homologues ont rendu publique une lettre adressée au gouvernement pour interpeller sur l'accueil des clandestins en France. Un ras-le-bol général qui cache un message très politique. Le temps des doléances politiques est ouvert. Mercredi, le maire de Paris, Anne Hidalgo, a rendu publique une lettre adressée au gouvernement, signée par 12 autres maires, pour interpeller sur l'accueil des clandestins en France. Une prise de parole loin d'être anodine de la part de l'édile de la capitale, puisqu'elle intervient quelques heures seulement avant l'allocution tant attendue d'Emmanuel Macron. En effet, ce jeudi, le chef de l'État a dévoilé sa nouvelle ligne de conduite sociale pour clore le grand débat national. Un moment donc parfaitement choisi par ces 13 maires pour réclamer plus de moyens afin d'endiguer la crise migratoire. La démarche que nous accomplissons est une démarche visant d'une part à dire à l'État c'est de sa responsabilité d'accueillir les personnes à la rue et les personnes réfugiées et migrantes. Il est arrivé un moment où pour nous, Paris, mais avec nos voisins, on a estimé que on était au bout du rouleau de ce qu'on pouvait supporter. En tant que ville, en tant qu'élu, mais bien sûr, je pense aussi aux riverains et je pense évidemment aux personnes qui sont dans des conditions d'indignité totale dans la rue. Quand il y a la volonté politique, quand il y a un peu de moyens, on peut résorber les campements, on peut trouver des solutions. Il n'y a pas de fatalité au campement ni au sans-abrisme. Manque de place suite aux nombreuses évacuations des camps sauvages, flux constant de migrants, engorgement des centres d'hébergement. Le maire de Paris et ses homologues n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour incriminer l'État. D'ailleurs, Anne Hidalgo est particulièrement virulente sur la question des migrants depuis plusieurs semaines, reprochant à l'État français une situation de chaos sur les campements qui se reconstituent dans le nord de la capitale. Le préfet d'Île-de-France, Michel Cadot, avait réagi fin mars aux premiers appels du maire socialiste en soulignant le travail colossal mené par l'État sur le sujet, avec plus de 2000 prises en charge depuis début 2019, annonçant par la même occasion la création en juin d'un nouveau centre d'accueil pour les migrants à Paris. Des promesses pas suffisantes pour les 13 signataires, car il faut dire que derrière cette lettre se cache surtout un réel message politique. En effet, les édiles concernés sont essentiellement de gauche. Dans le détail, les maires signataires de ce courrier, ceux de Rennes, de Troyes, d'Aubervilliers, de Metz, de Toulouse, de Strasbourg, de Lille, de Grande-Synthe, de Bordeaux, de Paris, Grenoble, Nantes et Saint-Denis sont majoritairement issus des rangs socialistes, communistes et écologistes. Seuls 3 d'entre eux, le Troyen François Baroin, le Toulousain Jean-Luc Moudenc et le Bordelais Nicolas Florian, successeur d'Alain Juppé, proviennent des Républicains. Tous ont donc envie de mettre à mal le pouvoir de l'exécutif en pleine période électorale européenne. D'ailleurs, le rapprochement a vite été fait par Anne Hidalgo, qui a dénoncé un déni de réalité sur la question, faisant ainsi le jeu des populistes. Un tacle en règle alors que l'exécutif se présente comme le dernier rempart contre les nationalistes. Une grande confrontation qui tourne au petit débat. Les principales têtes d'affiche des partis politiques français ont échangé mercredi soir, 24 heures avant l'intervention présidentielle. Un débat qui ne rentrera pas dans les annales. Olivier Frère-Jacques. 3 heures de débat pour pas grand-chose. La grande confrontation, l'heure des choix sur LCI ne restera pas gravée dans les annales. Si les téléspectateurs étaient plutôt au rendez-vous avec une audience oscillant entre 400 et 500 000 personnes, les échanges n'ont pas été passionnants. La confrontation n'était pas à proprement parler un débat dans le cadre des élections européennes, mais avait pour but d'évoquer les annonces présidentielles de jeudi soir et plus généralement les politiques menées par la majorité. 6 personnalités politiques ont ainsi échangé: Stanislas Guerini pour La République En Marche, François Bayrou pour le MoDem, Marine Le Pen du Rassemblement National, le patron des Républicains Laurent Wauquiez, le premier secrétaire du PS Olivier Faure et enfin Adrien Quatennens, député La France Insoumise, le seul à ne pas être chef de parti politique. Côté majorité présidentielle, Stanislas Guerini n'a comme d'habitude pas brillé et a repris les slogans chers au président du type « Réveiller les énergies du pays ».
Il a en outre affirmé que les réformes engagées sont bonnes et qu'il faut aller plus vite et plus fort. Pas de quoi rassurer les Français qui manifestent tous les samedis depuis 23 semaines. Autre intervenant décevant, Olivier Faure du Parti socialiste. À la tête d'un parti électoralement à la dérive, ce dernier a tenté de jouer la carte de la social-écologie. Difficile cependant de se démarquer dans cette optique de la concurrence à gauche avec les écologistes, les communistes, Génération de Benoît Hamon ou encore la France insoumise. Olivier Faure a par ailleurs proposé une nouvelle fois de doter chaque nouveau-né d'un capital républicain de 180 000 euros, un capital qu'il évaluait à 150 000 euros il y a quelques jours, une proposition pas claire et qui devrait vite tomber dans l'oubli. Marine Le Pen est pour sa part restée assez discrète, alors que le Rassemblement national se porte bien dans les sondages. La présidente du mouvement avait finalement plus à perdre qu'à gagner. Elle a en outre été plutôt offensive contre Laurent Wauquiez, l'accusant de ne pas voter les amendements de ses députés, notamment sur l'aide médicale d'État. Ce dernier a d'ailleurs passé une sale soirée, mis à part les échanges houleux avec Marine Le Pen. Le patron des Républicains a été déstabilisé par François Bayrou, comme quoi tout peut arriver. Alors qu'il tenait une ligne très libérale identitaire, s'attaquant à l'islamisme, l'immigration et réclamant la baisse des impôts, Laurent Wauquiez s'est vu attaqué par François Bayrou sur l'affiliation de son mouvement au Parti populaire européen et sur une prétendue soumission à la CDU d'Angela Merkel. Un agacement que le chef de file LR n'a pas su cacher. Disant qu'on va y arriver en se mettant à dos tous les autres pays. C'est ce qu'on a dit au général de Gaulle. Je ne prends pas votre tapage. Dans son habituel exercice d'équilibriste, François Bayrou a pour sa part plutôt bien manœuvré alors qu'il dispose d'une marge de manœuvre étroite, se voulant à la fois un peu critique vis-à-vis de certaines mesures de la majorité, tout en faisant partie. Adrien Quatennens de la France insoumise s'est montré à l'aise comme à son habitude en tapant dur sur le président et sur les plus riches. Si son discours peut sembler caricatural, il a montré une nouvelle fois que c'est bien le parti de Jean-Luc Mélenchon qui est à la tête de la gauche de contestation. Se montrant plus radical que ses homologues, il n'a pas hésité à parler de 6e République et du référendum, le RIC, ainsi que d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Finalement, cette confrontation, qui n'était pas un débat dans le cadre des élections européennes, aura surtout montré que les annonces du président, quelles qu'elles soient, ne satisferont personne dans l'opposition. Des oppositions très diverses et qui peinent, chacune à sa façon, à vraiment tirer profit de l'impopularité de l'exécutif et du président. Nouvelle rencontre au sommet pour Kim Jong-un. Après avoir rencontré Donald Trump, le chef d'État nord-coréen a été reçu par Vladimir Poutine à Vladivostok. Un entretien qui intervient alors que les négociations entre Pyongyang et Washington sont dans l'impasse. Olivier Frère-Jacques. Une poignée de main devant les caméras et une rencontre inédite entre deux chefs d'État, Vladimir Poutine pour la Russie et Kim Jong-un pour la Corée du Nord. C'est à Vladivostok, dans le kraï du Primorié, que les deux chefs d'État ont pu échanger. Kim Jong-un, tout sourire, a déclaré vouloir renouer les liens historiques entre les deux nations, alors que les échanges diplomatiques sur le nucléaire avec Washington sont dans l'impasse. À la sortie de cet entretien, le chef d'État communiste a évoqué des pourparlers très substantiels. Il faut dire que Kim Jong-un n'a peut-être plus vraiment le choix, alors que le dernier sommet avec les États-Unis à Hanoï n'a abouti à rien et que les relations avec l'oncle Sam semblent même se détériorer, comme l'atteste la demande de la diplomatie nord-coréenne de ne plus avoir le très néoconservateur Mike Pompeo comme interlocuteur. Pyongyang entend compter Moscou parmi ses soutiens, en plus de Pékin. Vladimir Poutine, qui était déjà le premier dirigeant russe à se rendre en Corée du Nord en 2000, semble pour sa part jouer la carte de l'équilibre, voire un rôle d'arbitre. C'est en tout cas ce qui ressort de ses déclarations. Le président russe affirme que son pays veut trouver les moyens de résoudre les problèmes de la péninsule coréenne et soutenir les tendances positives qui ont lieu actuellement. Fort de son succès diplomatique et militaire en Syrie, l'homme fort du Kremlin entend ainsi asseoir un peu plus la place de la Russie dans le jeu diplomatique mondial. L'échec des pourparlers entre Washington et Pyongyang peuvent donc apparaître comme une opportunité pour la diplomatie russe. En revanche, si la rencontre a été relayée aux quatre coins du monde, difficile de parler de sommet historique. En effet, aucun communiqué commun ni accord n'est prévu à l'issue du sommet. Reste que ce nouveau déplacement de Kim Jong-un témoigne d'un changement d'attitude de Pyongyang. En effet, depuis un an, le chef d'État a rencontré 4 fois son homologue chinois Xi Jinping, 3 fois le président sud-coréen Moon Jae-in et 2 fois Donald Trump. Une activité diplomatique accrue et une volonté de renouer des liens avec la Russie qui résonne comme une reconnaissance du ventre. En effet, en 1948, c'est l'URSS qui avait placé Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, à la tête de la Corée du Nord. Difficile cependant de savoir vraiment ce que Kim Jong-un envisage à moyen terme. Sa rencontre avec le président russe portait également sur le renforcement de leur coopération économique, une aide mutuelle qui est probablement bien utile à Pyongyang, dont la situation économique et sociale intérieure est difficilement évaluable.
Et on retrouve à présent l'actualité en bref et c'est toujours avec Olivier Frère-Jacques. Toute information n'est pas bonne à dévoiler. 3 journalistes sont convoqués par la Direction générale de la sécurité intérieure, la DGSI, pour compromission du secret de la défense nationale. Le 15 avril dernier, ils avaient publié des documents confidentiels défense relatifs aux armes françaises utilisées par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis dans la guerre au Yémen. Les rédactions des journalistes concernés dénoncent une atteinte à la liberté de la presse alors que les documents diffusés présentent un intérêt public majeur. De Notre-Dame aux mosquées, il n'y a qu'un pas. Selon le journal télévisé de France 2, les promesses de dons pour la reconstruction de la cathédrale parisienne dépasseraient déjà le montant nécessaire aux travaux. Alors que 500 millions d'euros seraient nécessaires à la réfection de Notre-Dame de Paris, près d'1 milliard aurait déjà été récolté. Et selon la chaîne du service public, le surplus pourrait servir à la rénovation d'autres édifices religieux, toutes religions confondues. Vinci bétonne la Seine. Mercredi, le géant du BTP a reconnu avoir déversé des eaux chargées de résidus de béton sur les berges de Seine à Nanterre dans les Hauts-de-Seine. Le déversement provenait d'une centrale à béton, propriété de Vinci Construction, servant à alimenter le chantier éole d'extension du RER E vers l'ouest de Paris. C'est un garde-pêche qui a repéré l'écoulement le 19 mars dernier. L'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique a déposé plainte pour abandon de déchets, rejet en eau douce de substances nuisibles aux poissons et destruction de frayères. Dans un communiqué, Vinci a assuré avoir mis en œuvre les mesures nécessaires pour stopper cet écoulement. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Une Émirati dans le coma depuis 27 ans vient de justifier ce proverbe. Déclaré dans un état végétatif après un accident de la route survenu en 91, Mounira Abdullah est sortie de son sommeil en 2018 après avoir changé d'hôpital à de multiples reprises. Depuis, l'Émirati est rentrée à Abu Dhabi avec sa famille où elle suit une rééducation. Réactive, elle peut tenir des conversations et ressent même la douleur. Une histoire qui intervient alors que le Conseil d'État a validé mercredi en France l'arrêt des soins de Vincent Lambert. Un enfant de 9 ans retrouvé mort dans un centre d'asile, disparu lundi soir alors qu'il roulait à vélo dans le centre d'asile à Brechem, près d'Anvers, en Belgique. Le corps du garçon, probablement d'origine palestinienne, a été retrouvé dans un fossé mercredi. La mort est considérée comme suspecte et 5 pensionnaires du centre ont été interpellés. La guerre du Golfe pour Donald Trump en Écosse. Le parcours de golf créé par le président américain en 2012 continue de provoquer la colère des riverains alors qu'une extension est actuellement à l'étude. Une pétition a été lancée pour réclamer des excuses des autorités locales pour avoir autorisé sa construction. Au moment de sa création, Donald Trump avait promis de créer 6 000 emplois et d'investir 1 milliard de livres, des promesses non tenues. La Trump Organization prévoit d'étendre le site avec la construction de plus de 500 maisons, un projet qui doit encore être examiné par les autorités locales. Le cinéma français vient de perdre une de ses figures emblématiques. Mercredi, l'acteur Jean-Pierre Mariel est mort à l'âge de 87 ans des suites d'une longue maladie. Le comédien était l'un des derniers ambassadeurs de la bande Abbé Belle, formée au Conservatoire d'art dramatique de Paris dans les années 50, notamment autour de Jean-Paul Belmondo et de Jean Rochefort. Jean-Pierre Mariel a été à l'affiche de plus d'une centaine de films dans sa carrière et cette fois nommé au César. Et dans un instant, notre Zoom du jour, le rédacteur en chef du magazine L'Homme Nouveau, Philippe Maxence, nous présente son hors-série « L'islam face au christianisme ». Toutes les études scientifiques montrent que l'islam, non seulement est un produit humain, mais est aussi le résultat de plusieurs strates qui se sont empilées et complétées les unes au fur et à mesure du temps. Au fur et à mesure du temps, tout à fait. Et alors justement, si ce Coran n'est pas la parole d'Allah, et quelle est la parole d'hommes, qui en sont ou qui est l'auteur du Coran? Alors il semblerait qu'il n'y ait pas un auteur unique, c'est-à-dire par exemple le prophète Mohammed le dit prophète pour les musulmans, Mohammed qui un jour aurait décidé, aurait reçu une inspiration et aurait écrit le Coran dans son intégralité. Et comme je vous le disais il y a un instant, il y a différentes strates, donc différents auteurs qui sont intervenus au fil du temps sur une période de plusieurs siècles.
Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et Nicolas Faure évoquent l'attentisme des journalistes français après les attentats au Sri Lanka, la diabolisation de la tête de liste LREM aux européennes Nathalie Loiseau pour son passé au groupe Union Défense, le GUD, et l'inquiétude sur les projets de modernisation de la flèche de Notre-Dame. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Il y a une conséquence assez fâcheuse de la paupérisation générale, c'est que pour retarder le moment où le sentiment de pauvreté va apparaître, on se tourne vers le hard discount, c'est-à-dire le très peu cher, et par conséquent on le fait prospérer. Et en effet, depuis 10 ans, il y a des chaînes du genre Aldi qui font fortune, mais on ne s'aperçoit pas que de plusieurs choses qui accompagnent le phénomène. Déjà, j'aimerais vous rappeler, pour vous l'avoir raconté il y a quelques mois, que j'ai participé l'an passé à un dîner chez des socialistes chrétiens à qui j'ai cité le nom d'Aldi à table, comme ça, sans aucun désir de les mettre à l'épreuve, et que la mère de famille, membre de 2 ou 3 associations proches du quart monde, ignorait jusqu'au nom de cette chaîne de magasins. Parce qu'il existe, notamment chez les socialistes, une ignorance de la vie des grands fonds. C'est comme si le vrai pauvre, le pauvre des profondeurs, était devenu invisible aux gens de la surface, aux gens superficiels qui n'ont pas de lampe frontale. Mais les socialistes ont perdu la leur il y a 20 ans. Ensuite, je me permets de vous inviter à réfléchir à plusieurs choses. D'une part, l'existence de ces magasins d'alimentation où on dépense 40 € au lieu de 100 pour un chariot plein. Cette existence a eu pour effet de retarder le mouvement des gilets jaunes de plusieurs années, mais il était inévitable qu'il se produise parce que désormais, les pauvres n'ont même plus les moyens de remplir leur chariot chez Aldi. Ensuite, et c'est sans doute le plus important, si vous prenez plutôt les chaînes qui vendent du pas cher non alimentaire, le genre Jiffy, Foirefouille, Action, etc., vous n'avez qu'à observer ce qui se passe. Prenons le cas, par exemple, le cas d'école de la région du Gard, où la marque Éminence est en liquidation depuis 15 ans. Eh ben, il se passe que les salariés là-bas ont bénéficié d'indemnités, de recasement, puis s'ils se sont pas recasés, d'indemnités de chômage. Et ils vont acheter désormais leur lingerie dans l'un de ces magasins pas chers dont je parlais. Ils achètent en somme les cotonnades chinoises qui ont causé leur perte, leur mise au chômage. Et ils les payent avec quoi? Avec leurs indemnités de chômage. Donc non seulement la paupérisation générale se traduit par l'apparition d'un commerce pour gens modestes, mais ce ne sont pas les entreprises françaises qui en bénéficient, ce sont précisément celles qui ont fait péricliter l'entreprise qui a employé les gens modestes. En somme, la multiplication des pauvres en France bénéficie systématiquement aux entrepreneurs étrangers et aux distributeurs, lesquels contrôlent plus ou moins les élus, en leur finançant des ronds-points par exemple. Il y avait forcément un moment où cette logique allait se heurter à la colère des gens, et il semblerait que ce moment soit arrivé, car justement, ils se réunissent sur les fameux ronds-points qui sont en quelque sorte la rançon de leur démission. De la démission générale. On ne dit pas assez, sans doute, que dans la colère des gilets jaunes, il y a un sentiment de dégoût devant tout ce que la machine économique veut leur faire, devant les humiliations successives auxquelles elle les soumet pour leur bien. On vous parle de vie économisée, par exemple sur la route, mais Gustave a ajouté, ils ne te disent pas quel genre de vie. Quand on vous dit que les nouveaux radars seront inviolables au bar de Campagnol, il n'y a pas un seul client qui ne dise déjà combien vous pariez qu'ils seront détruits quand même. Quand de tous côtés, les gens modestes se sentent coincés par les exigences du système d'une part et de l'autre par la maigreur de ce qu'il leur laisse, eh bien ils se fâchent. C'est aussi simple que ça. Lorsque les soldats du roi devaient tirer dans le tas pour des histoires de gabelle, c'était pareil.
Prenons l'exemple de la voiture, par exemple. Allons faire un tour sur les forums d'Internet. On n'en revient pas de voir se développer un vocabulaire et des recettes de résistants face à l'outrecuidance des contrôles électroniques. Comment les débrancher, comment tromper le contrôleur, comment remettre l'ordinateur de bord en service avant le contrôle technique. On est stupéfait de voir qu'il faut dépenser 600 € pour se faire refaire une clé de contact chez Ford. Un type au bar m'a dit, mais de mon temps, c'était carrément le prix de la voiture. Et il avait raison. L'autre jour, je vois près de La Fontaine un type assez amusant, un gros type, un quadragénaire jovial que tout le monde appelle Bob et qui était sous sa propre voiture. Je lui demande ce qu'il fait. Il me raconte qu'une fois sur deux, le capot refuse de s'ouvrir parce qu'il y a une clé et que donc il a résolu d'arracher tout ce bazar-là électronique pour utiliser un tournevis à la place. Au bout d'une heure, en effet, les mains sales, il arrive avec sa fille au café avec cet objet, une sorte de tringle en plastique avec une serrure au bout, et il me dit si on remplaçait ce merdier par son équivalent manuel, tu crois pas qu'on serait nettement plus tranquille? Et ça durerait 40 ans au lieu de 4 mois. Et là, sa fille, qui avait l'air très peu futée, mais surtout très insérée dans le système, ça se voyait à son jean, sa paillette, à son maquillage ridicule, à son téléphone portable à étui rose fuchsia. Et sa fille a dit à son père un truc insensé, elle a dit « Tu es sûr que tu as le droit ?» Et en effet, la moitié des présents a dit que peut-être un jour le constructeur s'entendrait avec la puissance publique pour obliger les gens à cracher 800 € pour une simple serrure. Et à tous ceux qui ont dit ça, ils ont dit aussi que ça allait péter avant ça, et parce que si même les fabricants d'autos sont devenus des ennemis, m'a dit mon voisin au bar, il est temps de débarquer chez eux pour y mettre bon ordre. Et là, Gustave, qui venait d'arriver, a dit « Les gilets jaunes vont faire exactement ce que tu dis ». Ça promet, mais ce n'est pas impossible en effet. Abonnez-vous, nous verrons ça ensemble.